Bonjour Eric, merci beaucoup de participer à notre podcast. On est ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux déjà te présenter, même si tout le monde te connaît, mais c'est toujours bien si tu pouvais te présenter, s'il te plaît. Bonjour Sabine, c'est un plaisir d'être sur ton podcast. Pour me présenter, je dis que je suis un multiverse humain dans le sens où j'ai un tiers média qui est donc d'être à la fois le DG du Journal du Luxe, mais aussi sur BFM Business en tant que chroniqueur sur l'émission Iconic Business. Un tiers école avec la Paris School of Luxury que j'ai co-créé et un tiers planeur stratégique à travers ma boîte d'art planning et des livres, donc le sixième qui vient d'arriver cette semaine. Voilà. Bah, Mais bravo tout ça, le déjà. point commun, c'est le luxe. Voilà. Oui, ça c'est sûr que c'est notre point commun à tous les deux. Ça, on est bien Voilà. d'accord. Ça tombe bien vu le sujet de ton podcast, sinon ça ferait tâche. Voilà. Non, non, ça fait pas tâche. Bah, justement, on est là pour parler de ton livre, ton sixième livre, La génération Z et le luxe. Et ma première question, en fait, ça serait de savoir quelle a été ta principale inspiration, finalement, pour écrire sur la relation Gen Z et le luxe, si tu pouvais répondre à cette première question. Bah, l'inspiration, c'est la résilience du luxe. En fait, c'est amusant parce que le sujet, en fait, c'est mon troisième livre sur la jeunesse, sur les jeunesses et le luxe, parce que j'ai écrit en 2014, Génération Y et luxe. Là maintenant, le choc Z, c'était plus une vision globale pré-Covid, parce qu'on a eu Covid, et maintenant Génération Z et le luxe. Pourquoi je fais ce rapport à la résilience? Parce que j'ai l'intime conviction que c'est vraiment en s'intéressant aux jeunes générations qu'on arrive à avoir une vie longue. Et donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, m'amuse cette obsession de la résilience, qui est finalement le fil rouge de mes six livres, hein. Ça a commencé par Génération Y et Luxe, il y a eu Luxe et Digital, il y a eu Luxe et Résilience, on vient de faire les trophées Luxe et Résilience sur Journal Luxe, donc j'ai envie de dire, m'amuse, c'est cette obsession de comprendre la résilience du luxe, et Dieu sait que le sujet est brûlant d'actualité, et que, voilà, et que pour moi, le raccourci est de s'attaquer aux jeunes générations. Donc, hier millénial, aujourd'hui Gen Z, et demain Alpha. Exactement, Gen Alpha, la génération de mon fils. Et Exactement. finalement, on parle de cette, on a parlé des millénials, bah, de la Gen Alpha, en l'occurrence la Gen Z. En quoi est-ce qu'elle diffère, cette génération, par rapport aux générations précédentes avec son rapport au luxe? Où tu Mais l'expliques tellement. très bien dans En ton fait, livre d'ailleurs. finalement, quand on lit le livre, il est à la fois inspirant et flippant, hein, et c'est vraiment volontaire. Finalement, les Mignols, c'était pas si compliqué que ça. Finalement, on avait le paradigme Instagram dans un monde de perfection. En fait, pour moi, si tu veux, la génération Z et le luxe, on est face à un désir surpuissant, un désir XXL qui pèse lourd, hein. Déjà, premier achat luxe à 15 ans versus 20 ans sur les millénials, il pèse environ 20% du business luxe, qui est quand même énorme. Il faut savoir que la Gen Z, c'est pour 12-27 ans à peu près, hein. Donc voilà, 20%, mais ces 20% seront tremplin parce que ces 20%, c'est des chiffres bêtes, hein, Oui, qui ne oui, représentent pas, ne sont pas intégrés la seconde main dans ces 20%. Or, on sait que la seconde main, c'est le premier canal d'achat. Donc, ça veut dire que le poids est bien plus supérieur. Et quand on se projette sur 2030, c'est plus de 30%. Donc, il y a la première différence, c'est un surdésir de luxe, un désir XXL. Et après, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre finalement la nature de ce désir et le pourquoi de ce désir. Alors, il y a un côté, il y a un versant, entre guillemets, difficile. Le luxe, c'est l'antidépresseur de la génération Z par rapport à la pression des réseaux sociaux qui minent leur santé mentale, qui minent leur confiance en soi. Il y a une étude qui vient de sortir, révélation que TikTok aux États-Unis, par exemple, bah, quand tu fais pas partir des critères de beauté, l'algorithme ne te push pas. Donc on voit l'impact que ça a. Et justement, le luxe et la beauté, hein, parce qu'on est face à un tandem finalement complètement lié, te permettent de te sentir mieux. Donc déjà, il y a un côté antidote. Et ce que je raconte là a été survalidé par Bernstein et par Lucas, le grand Lucas Solka, hein. Ici, on n'est pas sur un fantasme. Et le deuxième point, les millénials rêvaient sur leur marque personnelle. C'était côté vraiment le personal branding. Sur les Z, on est sur le lifestyle. En fait, derrière chaque Z, il doit avoir un lifestyle, un mot-clé
qui est le mot aesthétique. Alors moi, le mot aesthétique, j'ai mis des mois à le comprendre, hein. Quand tu me dis qui m'inspire, mais c'est d'abord Ah mes oui. étudiants de PSL, mais aussi j'ai la chance d'échanger avec les étudiants de Cage, des étudiants américains, l'audience de Journal du Luxe qui est à 30% Z. Et ils n'arrêtaient pas de me parler d'esthétique. C'est quoi esthétique? C'est un lifestyle en fait. Derrière chaque Z doit avoir un lifestyle clair, précis, viral. Il y a cette obsession de la viralité ici. Et bah, le luxe, c'est la façon de vraiment avoir un lifestyle très clair et un lifestyle viral. La viralité est une obsession chez eux. Mais il y a 1000 différences, 1000 nuances de Z ici, et plus que jamais, la singularité Z est là, et j'ai envie de dire plus que jamais, parce que ça c'est souvent un discours franco-français de remettre en question l'idée de génération, plus ça va et plus le concept de génération devient puissant et fort. Et j'ai envie de dire, l'IA auquel on est en train de vivre est encore un facteur d'acceptation, enfin de, comment dire, de performance de l'idée de génération. Donc, beaucoup de différences, mais j'ai envie de dire une surconsommation, hein, des explications qui sont assez nouvelles, hein, ce côté esthétique et ce côté santé mentale. Et puis, quatrième point, c'est une relation au luxe qui est décomplexée. Et dans décomplexé, il y a des trucs très positifs par rapport à ça, mais aussi décomplexé, ça veut dire que on n'a pas peur de la marque de luxe, on n'est pas impressionné par la marque de luxe, donc ça veut dire qu'on peut avoir la dent très dure et se taper très fort. Et en ce moment, ça tape très fort, mais ça, on verra sur une autre des questions. Là, je fais trop un tunnel, ça va pas. Non, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant, je lisais un peu, j'ai pas fini de le lire, mais c'est vrai que cette génération Z, on peut pas la qualifier parce qu'il y a tellement de personnes différentes au sein de cette génération que on a trouvé cette appellation, mais avec ce côté esthétique, je vais avoir 1000 générations Z Exactement. en une seule, en fait. En fait, c'est Donc, ça. En fait, c'est à la fois, en effet, on est face vraiment à une génération non binaire. Et ça, c'est terrible pour le marketing. Le non binaire, ça veut dire en effet que le paradoxe est accepté avec joyeuseté ici. Donc, ça veut dire, par exemple, si je te dis des exemples du non binaire. En effet, tu peux avoir le premier point. On se rappelle du fameux c'est dur d'avoir 20 ans de Macron, hein. Donc, le côté, entre guillemets, dépressif des aides, il est là. Mais en même temps, quand on prend du recul, c'est une génération qui a une résilience économique absolument remarquable. oui, Et The Economist l'a démontré par A plus B que c'est la génération la plus riche à son âge. Donc, ils sont plus riches que nous, plus riches que les millénials. Donc, avec un pouvoir d'achat, là, d'un point de vue global, qui est très fort, surtout qu'ils vivent plus longtemps chez leurs parents, qu'ils ne font pas d'enfants. Il y a tous ces facteurs-là. Tu vois, en même temps, ils sont hyper narcissiques, mais ils croient en force du collectif par le viral. Ils ont un complexe de supériorité créatif, et on voit en termes de recrutement, mais un problème de santé mentale. Ils sont écolo-stressés, mais ils ont fait le succès de Chine, donc l'hyper fast fashion, et des dupes. Donc, tout ça montre qu'on est sur quelque chose de, en effet, à la fois un culte de la différence, mais avec des points communs qui sont très forts, qui permettent d'avoir des vraies stratégies ici. Et puis surtout, pour moi, si tu veux, si je veux résumer par rapport au luxe, qui est fascinant, on vit une crise grave en ce moment, soyons clairs, et elle va durer. Mais en fait, si on s'était intéressé aux Z, ça fait 6 mois que la génération Z nous le dit ici. Pour moi, c'est pour ça que en fait, le thème du livre, si tu veux, c'est vraiment de dire que cette génération Z, elle est à la fois le moteur de l'hypercroissance du luxe, mais en même temps son talon d'Achille. Pourquoi son talon d'Achille? Parce qu'en fait, cette génération, elle nous dit à un moment donné, avec, comme je te disais, ce côté vraiment, c'est pas dire, c'est pas un manque de respect, mais il y a pas de déférence, tu vois. Enfin, il y a ce côté très, on va dire, naturel, culte du réel, où la génération Z nous dit, ben, aujourd'hui, le luxe, est-ce que ça serait pas de la mode chère? Et ça, c'est terrible. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit monter une dénonciation clairement des aides sur la hausse de prix qui n'a jamais été accompagnée d'une hausse de qualité, la déconnexion avec le vrai luxe, plus de rare, pas assez d'artisanal, trop de masse, trop de marketing. Alors, c'est amusant parce que ça, c'est complètement binaire. Ils sont très marketing et en même temps, ils accusent le marketing du luxe. Tu vois, il y a un côté un peu démagogique, mais il est mm, là avec force, trop de marketing, trop omniprésent, pas assez de prise de risque. Tu vois, enfin, c'est le fameux quiet luxury à toutes les sauces. Et quand il y a de la rareté, c'est une rareté construite commercialement. CF Rolex, on a vu ces visuels où les commerciaux disaient clairement, ben oui, il y a des stocks, mais on n'a pas le droit de vendre des stocks. C'est très intéressant parce qu'ils nous mettent à la gueule finalement les excès du luxe. On a vécu sur un trend d'hyper luxe, d'extension du domaine du luxe. C'était le premier à l'analyser
Et aujourd'hui, ils nous reprochent cette extension du domaine du luxe. Et c'est amusant parce que je ne sais pas si tu as vu, c'était dans le temps de ce week-end où une interview du patron montre de Chanel qui disait justement que là, il y a un vrai essoufflement, il y a un trop-plein. Donc, quelque part, ce trop-plein, il a été annoncé par la génération Z. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette génération Z qui a envie de se faire plaisir, qui vit le moment présent. On avait vu ces tendances de Mad Girl où à partir du moment Exactement. où elle va acheter son billet de concert pour Taylor Swift un an plus tard, bah, c'est comme si c'était gratuit un an d'après. La Bien sûr. manière de penser est complètement différente. On est dans l'excès, dans la manière de s'habiller, dans la manière de consommer. Tu as évoqué les dupes. C'est vrai qu'on est complètement décomplexé. Moi, je dis toujours, notre clientèle milléniale, la clientèle locale française, c'est honteux de s'offrir du luxe, de s'acheter du luxe, d'afficher sa réussite, mais on a cette décomplexité de la Gen Z qui va complètement l'assumer. Et en effet, moi, quand je vois cette augmentation des prix, je lisais tous tes articles, plus les autres, où aujourd'hui, ok, ça a augmenté, mais il faut pas nous prendre pour des idiots. C'est quoi le Exactement. plus? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi cette différence? Exactement. Et qui s'en sort sont les marques qui ont placé l'artisanat au cœur. Donc, enfin, si je prends l'exemple d'Hermès, pour moi, Hermès, j'ai travaillé longtemps pour Hermès chez Publicis C'est Nous. Donc, Hermès, c'est magnifique, mais c'est une inspiration qui est inutilisable pour les autres, hein, ici. Hmm. Mais moi, je vais faire court. Moi, il y a une marque qui me fascine, dont on ne parle pas assez, qui est Bottega Veneta, qui est la seule marque qui a une croissance chez Kering, Ah bah oui. ici. Et voilà, donc j'ai envie de dire, c'est là où Bottega m'intéresse plus que Hermès quelque part, parce que Hermès, bah, voilà, bravo, et voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais comment un Bottega Veneta y arrive, c'est parce qu'il y a ce modèle artisanal qui est au cœur, qui est là. Non, mais c'est fascinant les aides, c'est fascinant. Mais tu sais, j'ai remarqué aussi, quand on parle de quiet luxury, c'est souvent aussi des maisons, même en joaillerie, en horlogerie, où Oui, je vais pas avoir un directeur artistique star, où c'est vraiment le savoir-faire, les matières premières, l'artisanat dont tu parles, qui va faire la différence. Et aujourd'hui, on a ces marques stars où on attend la nomination du prochain DA pour exactement. Chanel, mais toutes ces maisons de quiet luxury, au niveau des souliers, au niveau de Berluti, Loewe, Loro Piana, en horlogerie, joaillerie, c'est jamais la direction artistique qui est mise en avant, c'est les équipes, c'est les ateliers. Et je crois que c'est ça aussi que la Gen Z recherche, Alors, cette il y a le authenticité. paradoxe. Tu as le paradoxe parce qu'en même temps, jamais les stars ont été aussi influents. Et c'est ça, tu vois, c'est là où c'est pas les parangons de la sagesse, hein, si tu veux. Ils vont être obsédés par la réalité. Mais vraiment, il y a l'option. Et c'est intéressant, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple Millennial, c'est Instagram. Donc, c'est l'écran. Alors que chez les Z, c'est le haul sur TikTok, tu vois, où tu vois le produit. L'interview du directeur de création de TikTok dans le bouquin est absolument déterminante. Où elle dit, voilà, on veut du réel, on veut un luxe humain qui a des fêlures, qui est vraiment authentique, mais en même temps, la surpuissance des égéries. Moi, tu vois, j'ai la tête dans Launch Matrix, qui a créé un super chapitre, et c'est terrible. Quand on voit le MIV, la performance, qu'est-ce qui cartonne? C'est la K-pop. Donc, ok, ils nous disent ça, mais en même temps, ils adorent les célébrités. Et je vais prendre un exemple dans l'univers de la beauté. Tu vois, typiquement, Sabrina Carpenter, qui est un phénomène enfin, post-Taylor Swift, vraiment, bah, aujourd'hui, elle est gérée Prada Beauté parce qu'elle a intégré du maquillage Prada Beauté en placement de produit, le rouge à lèvres dans ses clips. Mais au départ, c'est pas la marque qui a demandé à Carpenter, c'est Carpenter qui l'a mis pour travailler avec Prada, mais Prada a eu l'intelligence de travailler avec elle. Mais tu vois, on est dans un rapport de force ici, et la puissance, surtout des chanteuses ici, est absolument délirant. Euh, Ouais. voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi, il faut raison garder. Ils nous reprochent ce qu'ils aiment aussi. Donc pas de supériorité Z par rapport aux autres, mais néanmoins, il y a une voix forte, une voix claire, et surtout, j'ai envie de dire, ce qu'on commence à révéler, c'était mon édito de lundi, le luxe, c'est de la mode en chair, et c'est terrible. Et puis le deuxième insight qui est effrayant, qui vient de Chine, de la jeunesse chinoise, toute marque est le dupe d'une autre. C'est terrible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pas assez de prise de risque créatif. Moi, je me fais souvent attaquer sur LinkedIn parce que je suis trop anti-quiet luxury. Bah forcément, tout le monde fait du quiet luxury, tout le monde fait le même produit, plus ou Bah moins. oui, Tout le monde oui. copie tout le monde, mais ça, ils l'ont compris et ils nous le mettent à la gueule. Donc ça, c'est Tu un sais, sacré challenge. mais ils disent maintenant le quiet luxury, c'est devenu le boring luxury, hein. Mais complètement, complètement. Et tu Mais vois, l'Europiana, qui est un des leaders, déteste la formule quiet luxury, comme à l'époque, comme toujours, Hermès déteste la formule du luxe.
où le mot est interdit. Mais et justement, tu crois pas qu'il y a un danger finalement pour le luxe de s'adapter trop à cette génération Z, ou est-ce que c'est une aubaine, une opportunité? Pour moi, je ne sais pas si s'adapter, je ne sais pas si le mot adapter. Un de mes leitmotifs, si tu veux, c'est d'être plus nuancé. Les marques vont être obsédées par une seule question qui est connaître c'est quoi mon point image sur la génération Z. En gros, est-ce que la génération Z m'aime? Voilà, c'est vraiment ici cette idée qui est là. Alors que elle devrait beaucoup plus s'interroger sur quelle est la vision qu'a la génération Z d'elle-même. Parce que, oui, il y a un hyper-narcissisme et qu'ils aiment ce qui leur ressemble. Le rapport à l'âge est totalement fascinant et tu dois le vivre ici, les sociétés le vivent. Aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire qu'il y a une tension par rapport à non pas le client Z, mais le collaborateur Z ici. Et là, le chapitre DRH que nous avons dans le livre, il est absolument détonnant. Et juste pour montrer le côté, enfin, la Z a complètement décrypté. C'est pour ça qu'il y a un savoir business qui, pour moi, je trouve assez remarquable. Ici, ils ont décrypté le business model du luxe. Et ce qu'il nous dit dans le livre est absolument effarant en disant, ben voilà, aujourd'hui, vous êtes une grande marque de luxe. Quand tu fais un recrutement, eh bien, la génération Z s'identifie au luxe. Ça veut dire quoi? Très concrètement, bah oui, ton sac, il vaut 10 000 euros, je vaux 10 000 euros. Donc, et c'est aussi quelque chose, le paradigme nouveau, qui peut être en effet une menace pour le luxe. La génération Z, elle réclame un luxe au quotidien. Tu peux pas être au quotidien et de luxe. Donc, tu vois, c'est là où il y a, à un moment donné, si tu veux ta dose de luxe au quotidien, bah, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut un haut salaire. Et quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu passes par la seconde main, tu passes par le dupe, tu passes par la copie, et ainsi de suite. Donc, on est sur un système qui est, en effet, c'est une bombe à retardement. Mais tu vois, quand tu parles de recrutement au niveau de la génération Z, quand les maisons de luxe vont comprendre que depuis le Covid, c'est une génération qui a évolué, qui a changé, qui veut faire du télétravail, qui veut partir en vacances, qui veut partir en voyage, qui a besoin de reconnaissance, ça aussi, pour moi, c'est important parce que les futurs managers de demain dans les maisons de luxe qui sont dans tes écoles, moi, mes étudiants, ils ont pas du tout la même vision. Ils veulent être luxe parce que le luxe, ça les fait rêver, mais un luxe à leur manière, exactement comme Et, tu dis, j'ai mon non, sac à 10 mais, 000 et euros, là, et là, il y je a, représente ce oui. sac, mais il va falloir que les maisons intègrent que l'IA, bah, c'est au contraire, ça va être une force de les écouter. Et vraiment, tout ce que tu dis a du sens par rapport à Mais, ces jeunes ah, qui demain, mais Sabine, avec du positif et du négatif, c'est ça, oui. enfin, là-dedans. Et c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas démago. C'est-à-dire que les livres démago, c'est, en gros, il y a deux types. Il y a les livres démago et les bouquins réac, ou les pensées réac. Les réac, c'est finalement les aides, faut les rejeter, ça ne va pas du tout, mon Dieu. Là, là. Et démago, c'est ils sont géniaux. Il y a un mix entre les deux. Le problème, moi, si un artiste m'a fasciné, c'est Stanley Kubrick. Donc, Stanley Kubrick disait, il n'y a pas de grande œuvre sans sacrifice. Or, la notion de sacrifice est concomitante à la notion d'excellence. Le luxe est basé sur l'excellence. Mais si tu prends comme base qu'une semaine de travail, on l'a entendu en Inside, ça doit être 4 heures, 8 heures, il ne peut pas avoir d'excellence. Et même si tu as l'IA qui est là, par contre, tu vois, l'IA est un vrai intérêt, mais aussi il y a, attention, danger aussi pour les aides. C'est le chapitre écrit par Vincent Monté, et tu vois, j'ai ouvert à l'EFAP et ainsi de suite, que j'aime beaucoup. Attention de ne pas être un boomer, Z, ne soyez pas un boomer là-dedans, c'est pas fait automatiquement. Mais c'est vrai que certes, l'IA, c'est extraordinaire, certes, l'IA fait gagner du temps, mais à un moment donné, l'IA n'a pas sa place sur des matières qui sont comme l'artisanat, la création, en tout cas, pas pour Complètement. remplacer, pour, oui, aller un peu plus loin, mais le travail d'excellence est toujours là. Donc, il y a quand même, moi, mon gros souci par rapport aux collaborateurs, c'est cette notion d'excellence. L'excellence demande du sacrifice et les aides, dans leur globalité, par rapport à ces sacrifices, c'est compliqué. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe, mais c'est vrai que le travail, le mot travail n'a plus du tout la même définition. Et pour continuer sur cette génération Z, justement, à ton avis, comment les marques de luxe, elles devraient redéfinir leur storytelling pour justement les recruter? On sait que c'est une génération qui est plus dans l'expérience que dans la possession du produit en lui-même, mais comment elle peut se réinventer pour bah, recruter cette Gen Z qui est bah, qui veut toujours avoir des histoires, qu'on lui raconte des histoires, mais être moins dans la possession et plus dans l'expérience.
Alors, c'est ça qui est paradoxal là encore, c'est qu'ils sont dans la possession, mais ils sont aussi dans l'expérience. C'est les deux, mon général, hein. Vraiment, on a les deux dimensions. Et justement, ce qu'on voit avec TikTok, c'est ce retour à l'objet, au réel. Et ça, c'est tant mieux. C'est une très, très bonne nouvelle ici. Mais l'expérience est là aussi. Donc, c'est les deux, en fait, le meilleur des deux mondes. Et tu as entièrement raison. Je pense qu'il y a deux choses. Le premier point, alors je vais être très concret, c'est revenir à l'idée, être moins obsédé par quelle est mon image de marque auprès des aides plutôt que connaître l'image des aides. Donc l'importance de travailler avec un planning stratégique qui les étudie, qui les écoute et les premières, j'ai envie de dire, ça part des équipes internes, bien sûr. Ici, un point, par exemple, où en France, on est totalement nul, c'est ce souci de la transparence. La transparence est intégrée chez eux. Alors bon, ok, je ne vais pas te faire de la sociologie à deux balles, hein, c'est pas l'idée, mais très Non. concrètement, ici, cette transparence qu'ils subissent aussi, mais bon, voilà, c'est le système. Comment ça touche les maisons de luxe et de beauté? Regarde les maisons américaines. Regarde, par exemple, une maison comme Marc Jacob. Regarde dans la beauté une maison comme Rare Beauty ou par exemple, Tom Ford? Christopher, il ne le fait pas. Mais on va dire, voilà, on va dire je prends l'exemple de Rare Beauty. Et pour une fois, je ne vais pas parler de Rare Beauty santé mentale et de Marc Jacob. Starification des collaborateurs, starification des vendeurs. Je pense que la vente peut être à nouveau désirable chez les aides, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Parce que aujourd'hui, quand une marque ne met pas en scène ses collaborateurs, c'est suspect. Elle a quelque chose. Voilà, une marque qui cache quelque chose, elle est suspecte. Mm. Donc, la starification des vendeurs, alors certes, les vendeurs, ils peuvent se casser ailleurs, ça c'est possible, mais ne pas être dans le négatif, la starification des vendeurs, elle est absolument indispensable ici parce que elle dit beaucoup de choses de la marque, elle dit la réalité d'une plateforme de marque au quotidien et ça rassure très concrètement le client. Et en même temps, starification du vendeur, donc ça veut dire que bah, tu as envie d'acheter les produits, tu as envie de travailler pour la maison. Donc j'ai envie de dire, voilà, ici on parle de recrutement. En effet, il y a la question du salaire qui est là. Jusqu'à maintenant, la Z, entre guillemets, surfait sur des tendances très positives. La démographie, il y a moins de jeunes, donc du coup, en termes de marché du travail, il y a une valorisation. Ils en sont remarquablement bien sortis. Je parle globalement post-Covid. Là, ça va être plus difficile parce que le chômage des jeunes est au plus bas ici. Donc, il y a un contexte très positif qui les a amenés à avoir une négociation dure, en effet. Et puis, il y a cet insight qui est, je ne sacrifie pas ma vie professionnelle, enfin, je sacrifie pas ma vie personnelle pour ma vie Oui, professionnelle. Ouais, tu vois, c'est oui, oui. nous, Ah, c'est nous, c'est l'inverse, mais bon. voilà, donc voilà. Alors, on globalise, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais quand même, ici, à prendre en compte. Alors, pour moi, la question on y répond, hein. Ici, dans la partie RH, l'idée, c'est, OK, ils sont hyper narcissiques, OK, mais en même temps, ils croient énormément au collectif. Ils croient à la force du viral. Alors, le viral, il est terrible. Regarde le nombre de cas, en effet, de collaborateurs Z qui dénoncent, qui effacent leur patron, leur boss millénial ou j'ai dit sur les réseaux sociaux. Donc ça fait très très peur. C'est ça aussi l'épée de Damoclès. Mais d'un autre côté aussi, c'est comment arriver à embarquer le Z sans le pépoter dans un projet collectif où il a toute sa place. Par exemple, OK, il est Gen Native, il y a Gen Native, bah, très bien, tu es le responsable de l'acculturation IA-Gen dans la société. Si je prends une série que j'adore, par exemple, qui est The Bear, bah, quand tu vois The Bear, donc cette fameuse série sur un restaurant gastronomique de Chicago, bah, tu vois que la numéro 2 est une Z et que au début, c'est difficile par rapport aux populations, aux autres collaborateurs qui sont plus âgés, et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que elle est le centre du projet, elle est le centre d'un collectif. Donc, cette notion de collectif est extrêmement importante. Alors là, j'ai parlé un peu des deux, hein, si tu veux, un peu à la fois du consommateur, mais aussi du collaborateur. Bah écoute, je ne connais pas cette série. C'était toi déjà qui m'as fait regarder Succession, donc tu es Ah mon bah, The fournisseur Bear, c'est officiel de The série. Bear ah bah tu vois une notion d'esthétique, tu comprends complètement. Par exemple, c'est Ah ça qui est ouais. génial. Juste pour dire la esthétique, c'est un monde complet. Donc par exemple, la bouffe fait partie de la esthétique, le maquillage fait partie de la esthétique, Ouais. les idées politiques, les bouquins que je lis, enfin tout le monde en global, la bouffe en faisant partie et The Bear incarnant quelque chose de très très fort.
Super, Eric. Et par rapport toujours à ce livre, on va arriver à la fin de notre podcast. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Quelle a été ton inspiration, ou bien qu'est-ce que tu as adoré, toi qui as écrit ton sixième livre? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux cinq autres? Comment ça s'est passé, cette écriture? Est-ce que ça a été un livre qui a été plus difficile que les autres? Je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs choses. C'est un livre qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est dédié à la mémoire d'un homme que j'adorais, Oui, qui est Stéphane Stéphane. Truchy, qui Ouais, j'ai vu. était le CEO d'IFOP et qui m'a donné ces deux chapitres et un mois après, il nous Mm. a quittés. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très très fort et j'adorais travailler avec Stéphane. Je pense que là où j'ai jamais écrit un livre seul, c'était toujours en duo, mais là, au niveau de collectif, on a atteint quelque part quelque chose d'exceptionnel dans la générosité. J'ai plus de 100 contributeurs et si tu veux, pour moi, cette obsession de dire oui, on vous dit que les générations, ça ne sert à rien, en fait, pas du tout, mais il faut le voir avec un œil neuf et un œil qui comprend les nuances. Et si tu veux, la structure du livre, et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant, c'est que la première partie, c'est une partie qui va décrire l'anatomie du désir luxe. Et ça, du coup, je le fais avec Bain en particulier, et Julie Elgouzi, on décortique les choses. Donc ça, tu vois, c'est l'anatomie du désir. La deuxième partie, là, c'est une vraie différence que j'avais pas pu faire sur le Choc Z, c'est la géographie du désir. Et on a travaillé avec les meilleures boîtes d'études, donc les Kantar, les IFOP, les Ipsos, les Altian. On a la jeunesse Z africaine, indienne, Ouais. chinoise. On a le Z riche, affluent avec Altian, français, américain. Donc tu vois, tu as vraiment une géographie avec un référent local ou une grande boîte d'études qui permet d'avoir ce local. Et la troisième partie, avec bien sûr des tribus Z trouvées par nos étudiants. Quand je dis nos étudiants, c'est pas que PSL, où j'ai des étudiants américains et d'autres écoles. Et puis la troisième partie, cultiver le désir. Ici, il est très intéressant parce que voilà, il y a plus d'une trentaine de boîtes qui sont plus percutantes que les autres. Donc, on est face à un livre de planning, mais qui est très, très pragmatique. Et surtout, j'ai envie de te dire, moi, ce qui m'étonne, c'est ce côté, et je pense que c'est le bénéfice, en fait. Pourquoi tu dois t'intéresser à la génération Z? C'est pour comprendre le futur. La Gen Z nous disait depuis 6 mois, attention, danger, luxe. Et on est en plein dedans. Ah bah ça, c'est sûr. Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, à nos étudiants pour l'avenir, ce serait quoi? Et si tu pouvais nous donner ton mantra pour conclure, ce serait formidable. Alors, bah, mon conseil, c'est le même, toujours curiosité, curiosité, curiosité. L'importance de la curiosité incarnée dans un rituel d'écriture. Moi, mon mantra, c'est Il est 8 heures, mon Seigneur, qui est en fait ma chronique quotidienne. J'essaye en tout cas sur LinkedIn. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Il est 8 heures, mon Seigneur, c'est devenu un petit peu finalement mon mantra. C'est-à-dire que voilà, il est l'heure d'un moment de curiosité. On va Mm. pas simplement, comme beaucoup, recracher les derniers chiffres. Tu vois, voilà les résultats, LVMH, voilà les trucs. Ça marche bien hein, là-dessus. C'est pousser les choses. Tu vois, par Mm. exemple, aujourd'hui, moi, il y a un truc que j'adore, c'est les placements de produits dans les séries et dans les films. Eh bien, tu vois, là, il y a une série qui m'a fasciné, qui est la guerre entre Kasparov et Big Blue d'IBM, Rematch. Donc, série Arte sur 6 épisodes où tu as un placement de produit Audemars Piguet juste extraordinaire. On rentre dans la tête de Kasparov en rentrant dans la tête de la montre. Et en même temps, tu vois, ça a été mon article de demain, d'aujourd'hui. Et demain, je vais faire. Donc, ça, pour moi, c'est le plus beau placement de produit de l'année. C'est Audemars Mm. Piguet avec cette série. Et le pire placement de produit de l'année, c'est Rolex avec la série Monsters. Donc, la série Monsters, juste, c'est les deux frères qui ont tué dans le cas. Ah, je connais, Voilà, tu vois, ici, je ne sais pas si tu l'as vu, les c'est deux pas frères. fini. Mais là, je crois Voilà. qu'ils vont sortir de prison d'ailleurs. Grâce Bah, à la série, ils vont être voilà, donc, libérés en conditionnel. c'est une série qui est très très bien faite. Donc avec les deux frères qui ont tué leurs parents pour toucher leur héritage, bref, ainsi de suite. Meurtre absolument horrible, monstrueux. Et les deux frères qui étaient de mèche là-dessus. Et on voit à un moment donné, ils sont interrogés par la police. On dit, bon allez, vous pouvez partir. Et ils touchent leur héritage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont immédiatement dans une boutique Rolex pour acheter 3 Rolex au kilo, quoi, entre guillemets. Donc, on passe, tu vois, entre guillemets, c'est très Ouais, ouais. intéressant. Et autre chose sur le luxe, entre un Audemars Piguet avec un placement de produit très cérébral, on rentre dans l'essence d'Audemars Piguet
qui est une marque où j'ai eu la chance de travailler quelques temps sur cette essence de la disruption, au pire placement de produit avec Rolex. Bah, c'est ça qui est super, c'est la curiosité en action avec LinkedIn où les commentaires vous font progresser dans votre réflexion et l'influence va avec. Donc voilà, bon, c'était un petit peu sérendipité, mais c'est mon style à 17h33. Donc il n'est pas à 8h, mais il est 17h, mon c'est. J'allais le dire. Voilà. Ah, tu dis un mot que j'adore, le mot sérendipité. On laissera les auditeurs découvrir ce que c'est. Bah, en tout cas, un grand merci, Eric. J'espère que je serai dans ton septième livre, que je ferai partie de ta communauté. Alors pour l'instant, j'ai pas d'idée. On m'a susurré un sujet. Là, voilà. Parce que gérer un collectif, c'est du bonheur, mais en même temps, c'est du travail. Là, je laisse reposer 2, 3 ans. Mais rendez-vous. Bah, en tout cas, merci, merci, merci pour ce podcast. C'était C'est canon, moi c'était qui te remercie. incroyable. J'ai adoré tout ce que tu as dit, comme d'habitude. Merci beaucoup, Et Sabine. ben, merci beaucoup, Eric. À très bientôt, Sabine. Merci.